Ça y est. Tout le monde m'entend là? Oui. Ok. Alors, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Alors, attendez. Je vais allumer. Alors, certains d'entre vous ont leur micro d'éteint. Voilà, Laetitia, c'est bon. Laura et Anna Castilla, je ne vous entends pas, votre micro est coupé. Voilà, Laura, c'est bon. Bonjour. Anna, c'est bon. Ok. Gosia, c'est bon. Par contre, je n'ai pas d'image. Je ne sais pas pourquoi, désolée, je n'arrive pas à résoudre le problème. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Alors, Andrea, c'est bon, j'ai tout. J'ai l'image et j'ai le son. Alors bon, il va, je pense, y avoir d'autres personnes qui vont entrer petit à petit. Donc, nous allons commencer. Et tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour Nicolas. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Bruno, j'ai 53 ans, donc je suis français. Je suis prof de français depuis 30 ans. J'ai d'abord été prof dans un lycée, lycée en France, pour des élèves français. Donc, première, terminale, élève de seconde première, on va dire. Seconde première, c'est-à-dire 16-17 ans, pendant plus de 20 ans. Et puis, donc, j'ai décidé d'immigrer, on va dire, en Espagne, où j'ai vécu pendant 4 ans. Et puis, depuis l'année dernière, je suis revenu en France. Et donc, depuis ces 5 années-là, je suis prof de français langue étrangère. Donc, pour des étrangers. J'ai d'abord commencé donc avec des Espagnols. Et puis, je me suis spécialisé également dans la préparation donc, du concours de professeurs en Espagne, qui s'appelle Oposiciones. Et donc, je suis préparateur également pour le primaire et pour le secondaire en Espagne. Mais aujourd'hui, donc, on va essayer donc on va réussir. On va réussir à préparer le DALF C1. Donc, alors le DALF C1, c'est un examen qui est considéré par beaucoup comme difficile. Certains même le considèrent plus difficile que le C2. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je considère que le C2 est beaucoup plus difficile que le C1, beaucoup plus exigeant, on va dire, au niveau culturel. C'est surtout ça la grande différence entre le C1 et le C2 pour moi, c'est le niveau culturel qui est exigé. C'est-à-dire que vous allez devoir en savoir beaucoup plus sur la France, sur ses caractéristiques, sur ses habitudes, sur sa géographie, sur son histoire, etc., etc. Donc, le C2, pour moi, est beaucoup plus difficile. Mais donc là, aujourd'hui, on va donc se limiter au C1 et je vais vous expliquer un petit peu comment on va travailler. Parce que certains d'entre vous travaillent déjà avec moi depuis quelques mois, voire quelques années. Mais donc, dans un premier temps, on va donc faire ce cours qui est enregistré, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est enregistré, et donc qui va être remis dès ce soir sur la plateforme Classroom. Donc, cette vidéo, vous pourrez la revoir quand vous le souhaitez, au moment où vous le souhaitez, et je précise que vous pourrez continuer à voir ces vidéos et à accéder aux documents, même à la fin de la formation. C'est-à-dire que le groupe Classroom va rester ouvert et vous aurez accès aux vidéos et aux documents, même après le 16 novembre, donc même après la fin de la formation. Donc, vous pourrez y accéder comme vous voudrez, aux documents et aux vidéos. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, Meet, ici où nous sommes, ce sera uniquement pour les visioconférences. Classroom, je vais y mettre tous les documents. Documents PDF, documents vidéo, etc.
tous les documents seront mis sur Classroom. Et puis, il y a une troisième application que je vais vous demander d'utiliser, où là, je ne vous ai pas invité, mais vous allez connaître très vite, c'est Google Drive. Oui. Je vais vous demander les cours, enfin les travaux que vous me ferez, que je vous demanderai de me faire et que vous m'enverrez. Je vais vous demander de les partager avec moi par Google Drive. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre, moi, de mettre des commentaires directement sur le document et ce sera beaucoup plus simple pour vous, pour les corrections. Il y a une chose que je ne veux surtout pas, c'est que vous m'envoyiez des photos prises avec votre téléphone d'un document que vous avez écrit à la main. D'accord ? Parce que nous avons tous une écriture différente, surtout moi, c'est catastrophique. Personne n'arrive à me relire. Mais surtout, je ne peux pas écrire sur une photo. D'accord ? Je ne peux pas donner de commentaires, je ne peux pas faire de notes. Donc, ce serait très compliqué et trop compliqué. Donc, envoyez tout moi sur Word, en document Word ou document Google Drive, et vous les partagez avec moi. Ça, c'est pour tout ce qui est, on va dire, expression écrite. Pour ce qui est expression orale, je vais vous demander à certains moments donc, de m'envoyer des documents oraux. C'est-à-dire, vous allez vous présenter directement, vous allez faire une présentation orale devant moi, enfin devant votre téléphone ou devant votre caméra, et vous allez m'envoyer ce fichier ou en format MP3 ou en format MP4, comme vous voulez. MP3, ça sera de l'audio, MP4, ce sera de la vidéo, et vous allez me l'envoyer par mail, à mon adresse mail. Comme ça, moi, je peux les regarder ou les écouter et donner à chacun mon avis sur sa performance, on va dire. D'accord ? Donc ça, c'est au niveau de l'organisation. Maintenant, il y a une chose aussi que je ne veux pas, c'est que vous partagiez des documents directement sur Classroom. C'est-à-dire, ne m'envoyez pas vos travaux directement sur Classroom parce que il y a un problème de sécurité avec Classroom et il est possible que toutes les personnes du groupe voient le document que vous m'envoyez. D'accord ? Donc, je n'arrive pas à bien, on va dire, mettre en place Classroom pour que ce soit sûr que les personnes, que je sois le seul à le lire, en fait. Donc, je n'ai pas envie que vous partagiez tous les documents que vous m'envoyez avec les autres. Donc, envoyez-le moi par Google Drive ou par mail directement. OK ? Vous pouvez me l'envoyer pour ceux qui connaissent avec WhatsApp également, si vous le souhaitez. Vous vous enregistrez directement sur WhatsApp et vous m'envoyez le fichier audio directement avec WhatsApp. Ou Telegram pour ceux qui ont Telegram. C'est le même numéro de téléphone pour moi, pour toutes les applications. Donc, il n'y a aucun souci. Vous aviez normalement, sur Classroom, je vous ai mis ce document-là. Je l'avais mis il y a plusieurs semaines déjà. C'est tout le programme que nous allons suivre. Éventuellement, je le remettrai s'il n'y est pas. Je le remettrai dans la soirée s'il n'y est pas. C'est tout le programme que nous allons suivre au cours de ces 6 semaines. D'accord ? Une question. Oui, vas-y, Anna. Je n'ai pas ces documents. Je vais le remettre sur Classroom ce soir. Je vais le remettre sur Classroom ce soir. Donc, c'est tout le programme que nous allons suivre sur parcours. D'accord ? Les 18 cours. Les 18 cours, je vous explique ce que nous allons faire exactement à chaque fois. Alors, au cours de ces 18 cours d'1h30, nous allons voir évidemment de l'expression écrite, c'est-à-dire la synthèse et l'essai argumenté, ce qui sont, à mon avis, les choses les plus difficiles dans le C1, notamment la synthèse. Et nous allons voir également donc, de l'expression orale, où je vous en ai déjà fourni une aujourd'hui à regarder un petit peu. On va travailler dessus, on va la préparer, on va la voir ensemble. Je vous présenterai également des documents oraux. Alors aujourd'hui, il ne va pas y en avoir, mais il y en aura un mercredi. Notamment, ça va être un document très récent. Alors, je vais vous demander de ne pas tricher. Je vais vous dire tout de suite quel est le document. Ne l'écoutez pas par avance. Vous avez peut-être tous entendu parler du discours de mon président il y a 3 jours, M. Macron, qui a annoncé qu'à partir de septembre 2021,
l'école sera obligatoire à partir de 3 ans. Alors, certains sont peut-être étonnés en disant « Ah bon, l'école n'est pas obligatoire en France ?» Ben non, l'école n'est pas obligatoire en France. L'enseignement est obligatoire en France. C'est-à-dire que moi, je suis prof, je peux décider « Ah ben non, je suis désolé, moi je suis capable de tout apprendre à mon fils, il reste à la maison et c'est moi qui lui apprends tout. » D'accord? J'ai le droit de le faire en France. Je n'aurai plus le droit à partir du mois de septembre l'année prochaine. À partir du mois de septembre, tous les élèves devront être inscrits à l'école. Donc, ce sera ce texte-là dont on parlera mercredi. D'accord? Donc, je vous le ferai écouter. Il faudra que vous preniez des notes et que vous me donniez un résumé de ce texte-là, un résumé de ce document-là, et puis on discutera pour, contre, pourquoi, etc. Autres solutions, on argumentera, on essaiera d'argumenter sur ce sujet-là. Donc, ce que tu dis maintenant, tu vas le mettre, non? Dans Clavos. Je vais vous le faire écouter. Je n'ai pas envie que vous l'écoutiez à l'avance. Donc, il n'est pas long, hein. Il dure 3-4 minutes. Donc, je vais vous le faire écouter en direct pendant le cours. Donc, vous pourrez prendre des notes directement pendant le cours. Comme ça, je suis sûr que vous n'allez pas tricher. C'est pour ça que je vous dis, ne trichez pas. N'allez pas voir sur YouTube le discours de Macron, quoi, parce que sinon, ce n'est pas marrant. OK? Donc, on fera ça mercredi. On en verra d'autres. Hein. On verra d'autres expressions orales comme ça. Compréhension orale, pardon. Et puis, compréhension écrite. C'est, à mon avis, la partie la plus simple. Donc, on en fera quelques-unes, mais on ne les fera pas pendant le cours. Je vous donnerai les documents, vous les faites et vous m'envoyez vos solutions et je vous les corrige. D'accord? C'est plus simple que de perdre du temps ensemble parce que c'est, à mon avis, la partie la plus simple. Entre parenthèses. Simple entre parenthèses. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, la partie langue. Nous avons 27 heures de cours. En 27 heures, je ne peux pas vous apprendre le français. Ce n'est pas possible. Ouais. D'accord? Je vais vous apprendre, disons, je vais vous donner les moyens de réussir le DALF. C'est-à-dire que je ne vais pas vous apprendre à écrire un roman en 27 heures. D'accord? Je ne vais pas vous apprendre la grammaire et la conjugaison française dans tous ces détails en 27 heures. Ce n'est pas possible. Nous allons apprendre la méthodologie, les techniques, les phrases spécifiques, les phrases typiques qui vont vous permettre de faire la différence à l'examen et de l'obtenir. Mon but, c'est ça. C'est que vous obteniez le C1. OK? Donc, on va travailler évidemment, dès mercredi, je vous donnerai tout un document, notamment sur le subjonctif, qu'à mon avis, il faut que vous connaissiez parfaitement. Il y a 2 temps qu'il faut que vous connaissiez parfaitement, c'est le subjonctif et le conditionnel. D'accord? C'est ça qui va faire la différence. En C1, si vous n'utilisez pas le subjonctif, vous serez sanctionné. En B2, si vous n'utilisez pas le subjonctif, on ne vous dit rien. C'est-à-dire qu'on ne vous donnera pas de points supplémentaires, mais si vous utilisez le subjonctif en B2, on vous donne des points supplémentaires. Si vous ne l'utilisez pas en C1, on vous en enlève. Okay? Donc, il faut être capable d'utiliser le subjonctif. Il faut que vous soyez capable, ce que je viens de dire, il faut que vous soyez capable. Et si vous voulez prouver que vous connaissez le subjonctif, il faut utiliser les 7 verbes irréguliers. 7 ou 8 verbes irréguliers. D'accord? Il faut que vous sachiez, il faut que vous puissiez, il faut que vous soyez, que vous ayez, que vous, etc. Ces 7 verbes que nous verrons, ces 7 ou 8 verbes irréguliers, il faut que vous connaissiez le subjonctif par cœur. OK? Et puis, le conditionnel, c'est le temps de la politesse en France. Et vous savez que les Français sont très polis, trop polis. C'est même exagéré à certains moments. On en fait beaucoup trop. Je vais vous donner une petite anecdote. Donc, nous avons vécu pendant 4 ans en Espagne. En Espagne, où c'est beaucoup plus cool, on va dire. D'accord? Et
premier jour, il y a une chose qui nous manquait, c'est las bollerías, c'est-à-dire comment ça s'appelle, les pains au chocolat, les éclairs au chocolat, etc. On n'en avait pas mangé pendant 4 ans, ça nous manquait. Donc, nous sommes allés dans une boulangerie et nous avons parlé à la boulangère comme on aurait parlé à une boulangère en Espagne. C'est-à-dire, salut, est-ce que tu peux me donner 2 pains au chocolat, s'il te plaît? Oh, la boulangère nous a regardés avec des yeux comme ça. Mais comment osez-vous me parler comme ça? On n'a pas, entre parenthèses, on n'a pas gardé les vaches ensemble. Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça, vous n'avez pas le droit de me tutoyer, vous n'avez pas le droit de... On n'a même pas dit bonjour, on a dit salut. Elle était, mais choquée. Elle était vraiment choquée. Donc, évidemment, si vous, en tant qu'Espagnol, vous arrivez en France et que vous dites salut, comment tu vas à la boulangère, que vous ne connaissez pas, ça va mal se passer. D'accord? Le français va mal le prendre. Donc, le conditionnel, c'est le temps de la politesse en français. Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, 2 pains au chocolat? Voilà. C'est exagéré, on en fait trop, mais c'est comme ça. D'accord? Il faut s'habituer un petit peu à ce système français. Donc, tout ça, nous allons voir ça au cours de la formation. Je vais vous donner beaucoup de travail. Mais ça va être la dernière remarque avant de commencer. Je vais vous donner beaucoup de travail à faire. Alors, je vais vous donner des synthèses, je vais vous donner des essais argumentés, je vais vous donner des compréhensions écrites, des compréhensions orales. Je vous rassure tout de suite, vous ne pourrez pas tout faire. D'accord? Vous n'aurez pas le temps de tout faire. Mais j'en donne toujours plus que ce que vous pouvez faire. Je préfère faire comme ça, mais ce que je ne veux pas, c'est que vous disiez « Oh là 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 là, je m'en sors pas, je m'en sors pas, je m'en sors pas », et que votre synthèse, vous me la fassiez en une demi-heure au lieu de la faire en 1h30. Parce qu'il faut absolument rendre la synthèse. Non. Si vous n'avez pas le temps, bah, tant pis. Vous en faites 1 sur 2 ou 1 sur 3. D'accord? Mais je veux que vous le fassiez bien. Que vous preniez le temps de faire les choses, que vous preniez le temps de regarder dans un dictionnaire ou dans un livre de grammaire pour voir si vous vous êtes trompé ou pas. Mais prenez votre temps. Cherchez dans un dictionnaire, cherchez dans un livre de grammaire. Ne vous précipitez pas parce que vous allez mal le faire et vous n'allez pas apprendre. Il n'y a pas de limite de temps? À l'examen, il y a une limite de temps, évidemment. Mais pour l'instant, vous êtes à l'entraînement, là. C'est un entraînement. Oui, oui. Il ne faut pas, oui. un entraînement, il ne faut pas le faire dans les conditions d'examen. D'accord? Une formation, il ne faut pas la faire dans les conditions de l'examen, en tout cas pas au début, parce que vous allez me faire n'importe quoi. Je n'ai pas envie de voir des erreurs du style, je sais pas, un féminin à la place d'un masculin. Un verbe au singulier alors que le sujet est au pluriel. Je ne veux pas voir des erreurs comme ça parce que ça va vous coûter très cher. Je ne veux pas voir un verbe faire, vous faisiez, au lieu de dire vous faites. D'accord? Je ne veux pas voir des erreurs bêtes comme ça, des erreurs qui sont de niveau A2, mais que je vois encore dans des copies de C1. Ce n'est pas normal. Et c'est des fautes qui vont vous coûter très cher à l'examen. Bon, pour les Espagnols qui sont là, une faute qu'ils font régulièrement sur les phrases conditionnelles, si j'avais de l'argent, j'achèterais une voiture. Les Espagnols, eux, ils disent si tuviera, c'est-à-dire si j'aurais. Si j'aurais de l'argent, j'achèterais. Bon, pour un Français, ça fait très bizarre. Mais pour un Espagnol, c'est logique. Et je trouve encore des fautes de ce type-là en C1, C2. Ce n'est pas normal. D'accord? Donc, il faut que vous preniez votre temps. Nous allons voir la grammaire. Nous allons voir des points de grammaire qui me semblent indispensables en C1, mais je ne veux pas non plus passer mon temps à faire de la grammaire et de la conjugaison, parce que ce n'est pas ce qu'on va vous demander à l'examen. À l'examen, on va vous demander de la fluidité à l'oral, on va vous demander de la méthodologie et une structure et une argumentation de qualité à l'écrit. Et bon, si vous faites 1 ou 2 erreurs, ce sera accepté. Mais bon, si vous me faites 15 fautes de conjugaison dans la copie, ça va mal le faire, quoi. Ça va mal le faire. D'accord?
On a tendance à dire que l'organisation d'une copie, notamment à l'écrit, c'est-à-dire l'organisation de la feuille, par exemple sur une lettre formelle, le fait que vous mettiez tous les documents, enfin, toutes les parties de la lettre formelle au bon endroit, déjà, ça va vous apporter presque 50% des points. D'accord? Donc, le français est très axé sur la structure. Si dans la lettre formelle, vous mettez l'expéditeur, le récepteur, la date, le lieu, l'objet, le respect, les phrases respectueuses dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués, etc., etc. Si vous ne faites aucune faute sur tous ces éléments-là, vous avez presque 50% des points. D'accord? Donc, il faut vraiment maîtriser cette partie-là. Voilà, j'en ai fini sur l'organisation du cours. J'étais un petit peu long, mais je pense que c'est important. Et nous allons partir dès maintenant sur comment que ça s'appelle? Qu'est-ce que j'ai dit? L'expression orale. Sur l'expression orale. Donc, la classe inversée. Donc, vous avez tous eu le document. Je précise qu'à la fin du cours, je vous donnerai ce document. Je ne sais pas si vous voyez. Je vous donnerai ce document avec l'ensemble des étapes, on va dire, de la préparation et puis une présentation orale. Que dire pendant la présentation orale? Donc, il y a plusieurs pages, les plans possibles, etc., etc. Mais j'aimerais qu'on en discute un petit peu ensemble avant. Alors, est-ce que vous avez tous lu le document? Oui. Oui. Très bien. Bons élèves. Alors, est-ce que on va commencer? Est-ce que vous pourriez me dire le texte 1, quelles sont les idées principales que vous avez relevées? Moi? Quand vous voulez, de toute façon, je vous laisse, je n'interroge personne en particulier. Je vous laisse parler, je n'impose pas pour l'instant. Moi, par exemple, j'ai lu que j'ai un doute, la classe inverse ou la classe inversée. Inversée. Tu as un accent sur le « et » final. Tu as un accent sur le « et », le dernier « et », donc forcément, il faut le prononcer. Classe inversée. D'accord. Bon, alors, c'est la classe inversée motive les élèves et réduit les différences. On dirait les élèves qui ont plus de difficultés, par exemple. D'accord. Par exemple, un autre, que ce sont les élèves, les propres élèves qui créent les cours. Oui. Oui. Alors ça c'est à la fin, là, ils en ont parlé, oui, à la fin, ils en parlent, Oui. Ils disent, alors ce n'est plus la classe inversée, c'est ce qu'ils appellent la classe renversée, où là, ce sont les élèves qui deviennent les profs et le prof qui devient l'élève. Oui. Mais ça, c'est pas encore trop mis en place en France. Quelles autres idées apparaissent dans le texte? Bon, moi, motivation et réduction des inégalités. Ça, c'est très bien. Le premier texte, il explique un petit peu le point de vue des profs sur la classe inversée, non? Tous les avantages que ça leur donne. Oui. Ensuite. Ensuite, on dirait que… Alors, juste une petite… je ne me moque pas du tout de toi, Laura. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention à l'accent de Laura. Laura a une caractéristique assez incroyable, c'est qu'elle est espagnole, mais elle parle avec un accent marseillais. D'accord? Donc, c'est un peu spécifique, alors que non, elle n'a pas vécu en France. Elle est espagnole et elle parle avec un accent marseillais. Donc, c'est assez rigolo, on va dire. Oui. Alors, on continue.
c'est Carolina depuis l'Espagne. Et moi, j'ai réparé sur les premiers textes que, en fait, les rôles des classes inversées a changé de façon que les élèves étudient la plupart du temps à la maison et Oui. ils profitent de la classe pour échanger, pour discuter avec les profs, ils ont bien compris les sujets. D'accord. Donc, alors, on dit, oui. Alors, ils profitent de la classe. Le verbe profiter, c'est avec de, avec la préposition de. D'accord? Donc, ils profitent de la classe, oui. Donc, ils ont donné des caractéristiques de la classe inversée. Donc, ils ont expliqué ce qu'est la classe inversée. Donc, ils le font dans le texte 1 également. D'ailleurs, ils le referont dans le texte 2 également. Qu'est-ce que ça permet, ces classes inversées? Donc, on a dit motivation, on a dit réduction des inégalités. Quelles sont on va dire, les capacités des élèves qui sont travaillées? En fait, ça donne la possibilité de développer d'autres compétences, par exemple la coopération entre les élèves, par exemple, ou la possibilité de s'entraîner, ou de travailler de façon indépendante. Travail collaboratif, excellent. Oui. L'autonomie aussi. L'autonomie, oui. Oui. Est-ce que les profs sont favorables ou pas? Les profs qui ont été interrogés dans le texte, est-ce qu'ils sont favorables ou pas? Oui. 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 Oui, ils sont tous plus ou moins favorables, d'accord. Quels sont les avantages qu'ils retrouvent, eux? En fait, les profs peuvent faire un suivi individualisé selon les besoins de chacun. Donc, mieux analyser les compétences et la capacité d'assimiler les informations. D'accord, oui. Il y a aussi une sorte d'inversion de rôle, c'est-à-dire que les élèves vont prendre la place du professeur et donc expliquer la leçon, alors que les professeurs vont écouter les élèves et essayer si effectivement arrivent à comprendre ce qu'ils essayent de dire ou d'expliquer. D'accord. Qu'est-ce qu'il en est des élèves en difficulté? Qu'est-ce qu'ils en pensent, les profs, pour les élèves en difficulté? Qu'ils peuvent leur faire plus d'attention. Oui, alors faire plus attention à eux. Oui. Oui. Ou leur porter plus d'attention. Oui, très bien. Et aussi, ils disent que les élèves, ils ont plus d'intérêt sur les cours. Les élèves sont plus intéressés par les cours, exact, oui. Et d'ailleurs, une prof a dit qu'elle remarquait qu'avec les classes inversées, il y avait moins de problèmes de discipline. Il y avait moins de problèmes de discipline dans sa classe. OK. Il parle à un moment donné des capsules vidéo. C'est quoi les capsules vidéo? Est-ce que vous pourriez me donner une définition de la capsule? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Mais je t'entends un petit peu. Ah, oui. Excusez-moi. Les capsules vidéo sont des courtes vidéos que les élèves peuvent visionner à la maison. Très bien. Ensuite, sur le thème de la vidéo, on s'exerce dans la classe. OK. Quels sont les aspects négatifs qui apparaissent? Bon, oui. Il n'y a pas de réponse fausse. En relation avec les capsules vidéo, par exemple, ce qu'ils disent les profs, c'est que tous les élèves ne voient pas les vidéos. Les vidéos, oui, les vidéos. Oui, les vidéos, oui. Ne voit pas, on prononce voix, on ne dit pas voie. D'accord, ne voit pas. Ne voit pas, oui. D'accord, ne voit pas les vidéos, d'accord. Oui. Est-ce que tous les élèves ont, on va dire, la même motivation pour regarder les vidéos? Non. Non. Ils disent à un moment que ils disent inadaptation de certains profils. C'est-à-dire que certains élèves, en fait, n'ont pas la capacité, n'ont pas on va dire, l'autonomie suffisante pour décider par eux-mêmes, arriver à la maison, de regarder une vidéo. D'accord?
Et les moyens aussi, non? Les moyens technologiques, l'ordinateur, oui. Les moyens technologiques ne sont pas suffisants non plus. Oui. D'accord. Ça, on en a parlé aussi. Est-ce que ces classes inversées sont mises en place de manière égale à tous les niveaux? Non. Non, pas du tout. Alors, c'est à quel niveau que c'est le plus utilisé? Collège. Au collège. Voilà, Oui. et le moins? L'enseignement supérieur, l'université et L'université. Ouais, c'est dans l'université que c'est le moins utilisé. Pourquoi, à votre avis? au primaire. Bah, il n'y a pas besoin. C'est pas dit dans le texte, hein, mais pourquoi, à votre avis, c'est moins utilisé en université? Parce qu'à l'université, on ne peut pas suivre un cours de 5 minutes. C'est impossible, en fait. Les leçons sont plus structurées, sont plus complexes, les sujets sont plus compliqués à traiter. Et donc, il faut beaucoup plus de temps. On a beaucoup plus de cours, ce qu'on appelle les cours magistraux en université. Le prof se retrouve devant 150 élèves, fait son cours et s'en va. Il n'y a pas de relationnel comme il peut y avoir en lycée ou en collège. D'accord? Il est difficile de condenser une leçon faite à l'université dans une capsule de seulement 5 minutes. C'est pas possible. C'est irréalisable. D'accord. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, il y a souvent des professeurs d'université renommés qui partagent leurs cours sur YouTube. Et en général, les capsules, c'est plus des capsules, mais le cours dure 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Donc, Oui. ce n'est pas du tout la même chose, quoi. Il faut vraiment de la concentration pour regarder la vidéo jusqu'au bout. Alors, deuxième texte. Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus ou de moins, ou quels sont les éléments? Il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns que j'entends pas beaucoup là aujourd'hui, hein. Bah, en fait, le deuxième texte, c'est plutôt les avantages et les inconvénients de cette nouvelle méthode. D'accord. Il n'y a que les avantages et les inconvénients. Vers la fin du texte, qu'est-ce qu'ils nous disent? Vers la fin, c'est plutôt le fait qu'en fait, il y a aussi la possibilité pour les enfants, dans ce cas pour les élèves, de prendre la place des professeurs. Et dans certains cas, pas toutefois. Mais il y a aussi des limites, par exemple à niveau technologique, comme on vient de dire il y a quelques minutes, des limites à niveau de comportement individuel. Donc, dans ces cas, il y a certains qui n'ont pas vraiment l'autonomie ou la capacité ou les compétences pour maîtriser les outils, mais aussi, disons, étudier à travers ce nouveau système. Très bien. Est-ce qu'il ne propose pas, est-ce qu'il n'essaye pas de commencer à proposer quelques solutions à la fin? Oui. Et aussi l'application des savoirs qu'on apprend à d'autres cas, non? Dans la vie quotidienne. Oui, réutiliser les connaissances dans la vie quotidienne, oui, réutiliser la connaissance. À un moment donné, il parle de parcours, le parcours du professeur. Est-ce que vous pourriez me le résumer un petit peu, ce parcours du professeur? C'est-à-dire, en fait, de la création de la capsule jusqu'à tout l'aspect pédagogique de ce parcours. Est-ce que vous pourriez me l'expliquer? Ah, c'est plus dur. Il y a quatre étapes. 4 étapes différentes. 3 étapes, pardon. Non, 4, oui, 4. Sélection, création de cours. Voilà, sélection, oui. Ouais. Mise en ligne. Mise en ligne. Organisation d'activités collectives et application. Oui, généralisation du savoir. Voilà. Ce sont les 4 étapes que doit suivre le professeur lorsqu'il met en place une capsule vidéo, lorsqu'il décide de faire un cours inversé. Bravo. Au niveau des limites, ils vont interroger les parents. Qu'est-ce qu'ils leur reprochent un petit peu à ce système, les parents? Je ne t'entends pas là.
Non, on t'entend pas du tout, là. Non. Avec ça? Voilà, là, c'est bon. Là, c'est Oui, bon. oui. Excusez-moi. Alors, je disais que ce sont les parents, ils reprochent que c'est eux le travail majeur. C'est-à-dire que il doit être la guide des fils, des jeunes, des ados, etc. Parce que les ados ne sont pas capables entièrement de faire tout le travail. Et donc, il reproche aux professeurs que les parents doivent faire le travail pour guider de façon correcte les jeunes, les étudiants. D'accord. Il y a une mère qui explique un petit peu, qui donne l'exemple qu'elle a 3 ados à la maison. Ouais. Et elle n'a pas la possibilité, parce que d'abord, elle n'a peut-être pas forcément 3 ordinateurs en même temps qui tournent. Mais tous ces points forts et tous ces points faibles, il y a des idées. Alors, quelles sont les idées, les 4 parties principales, on va dire, que l'on retrouve dans tous ces éléments? Comment on pourrait regrouper toutes ces idées principales? Quelles sont les 4 parties différentes? Alors, une introduction au thème. Plutôt solution, ça va être à la fin, ça va être la 4e. Oui. Quelles sont les 3 autres? L'introduction. Alors, l'introduction, tu veux dire quoi? Les avantages et les inconvénients. Alors, ça va être dans le développement. Donc, avantages, inconvénients, on a dit les solutions, il y en a une autre. La conclusion. Lorsqu'ils parlent, ils en parlent dans le premier texte et dans le deuxième texte, et quand on parle de parcours, quand on parle de caractéristiques, etc., c'est quoi? À partir du moment où vous faites une expression orale, il faut faire, entre parenthèses, comme si les correcteurs ne savaient pas de quoi vous parlez. Donc, il faut leur expliquer ce qu'est la classe inversée. Et c'est précisé dans les textes. Une présentation. Il donne une définition, il donne les caractéristiques de la classe inversée. D'accord? Et donc, ça, il faut en parler dans votre développement. D'accord? Donc, en fait, les 4 grandes parties de votre présentation orale devaient être les caractéristiques de la classe inversée, les avantages, les inconvénients et les solutions. C'est quoi la 4e? Solution. 3e, avantage, inconvénient, solution. D'accord? Et là, Bruno, une question. Là aussi, les avantages et les inconvénients, on va les mettre dans l'ordre si nous sommes pour ou nous sommes contre. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Donc, les avantages et les inconvénients. Non, mais c'est très bien de poser la question. C'est très, très bien. Les avantages et les inconvénients, vous allez les organiser en fonction de ce que vous pensez, vous. D'accord? Si vous êtes pour la classe inversée, vous allez commencer par les inconvénients. Et vous finirez par les avantages. Si vous êtes contre la classe inversée, si vous estimez qu'il y a plus d'effets négatifs que positifs, vous allez commencer par les avantages et finir par les inconvénients. Je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple, je vais changer par rapport à la dernière fois. Je vais donner un autre exemple. La dernière fois, j'avais parlé de la Bretagne. Ce coup-ci, je vais parler de Paris. Si je vous dis que Paris est la plus belle ville du monde, et que je finis en vous disant, ouais, mais le problème, c'est que de toute façon, une fois sur 2, vous allez avoir tous les trains qui vont être en grève, les avions qui vont être en grève, il pleut tout le temps. Bon, ça ne vous donne pas envie d'aller à Paris. Si je commence par les problèmes et que je finis en vous décrivant la magnificence, la beauté de Paris, je vais vous donner envie d'aller à Paris. D'accord? Donc, il faut toujours finir
l'idée principale que vous voulez développer. D'accord? Par votre avis personnel. OK? Donc, si vous vous considérez en tant que, on va dire que candidat, ou en tant que parent ou en tant que prof, si vous considérez que la classe inversée, c'est un point extrêmement positif, vous allez commencer par les inconvénients. Même s'il est vrai qu'il y a quelques problèmes, et finalement, vous dites, vous sortez tous les avantages. Au contraire, si vous estimez que on doit revenir à un système beaucoup plus classique, vous allez dire, il est vrai que les élèves sont peut-être plus motivés, que l'aspect ludique de la vidéo les encourage plus mais j'estime qu'ils passent beaucoup trop de temps devant les écrans, j'estime que au niveau technologique, nous n'avons pas les moyens d'assurer des cours de qualité pour tous les élèves, que tous les élèves ne sont pas mis au même niveau, parce que selon qu'ils habitent en ville, en campagne, etc., ils n'ont pas le même accès à Internet, tout simplement, qu'une famille nombreuse n'a pas forcément le nombre d'ordinateurs suffisant à la maison pour tous les élèves. Donc, vous organisez vos idées en fonction de ce que vous pensez, vous. Et vous finissez toujours par ce que vous pensez. D'accord? Et on ne vous le reprochera pas. Par contre, on vous interrogera. Et de toute façon, quel que soit votre choix, les correcteurs, les examinateurs vont jouer ce que l'on appelle les avocats du diable et vont penser le contraire de ce que vous pensez, vous. Obligatoirement. D'accord? Ils vont vous dire, non, je ne suis pas d'accord avec vous, moi je pense ça. Et il faudra argumenter. Il faudra leur dire, il ne faut pas, comme on dit en français, il ne faut pas baisser son pantalon. D'accord? Il ne faut pas dire, ah oui, vous avez raison, oui, d'accord. Non. Il faut dire, moi je pense ça parce que. Et il faut continuer à argumenter. OK? C'est ça la difficulté. Si vous laissez tomber, si vous dites, oui, vous avez raison, on va vous le reprocher. Parce qu'en français, il faut argumenter. Il faut être capable de soutenir une discussion. Oui. OK? Donc, voilà. Alors, ici, dans les textes qui étaient proposés, nous avions des exemples. Ils ont donné l'exemple dans le texte 1 d'un lycée privé à Paris. Dans le texte 2, ils ont donné l'exemple d'une femme avec ses 3 enfants. Lorsque vous allez faire votre présentation, les exemples devront être personnel. Vous devez montrer que vous avez une culture et que vous avez des connaissances suffisantes pour fournir des exemples qui vous sont personnels. D'accord? Vous devez montrer que vous avez d'autres idées, notamment pour les solutions. Ici, il y a peu de solutions proposées. D'accord? Il y a très peu de solutions proposées dans les textes. Il va falloir que vous en trouviez d'autres. Oui. Donc, ces solutions, ça peut être, nous allons en discuter. Justement, je ne vais pas vous les donner tout de suite, on ne va pas tricher quand même. Quelles peuvent être les solutions pour améliorer, pour permettre aux élèves et aux professeurs d'utiliser les nouvelles d'utiliser la classe inversée dans les conditions optimales, on va dire. Waouh, pas tous à la fois. Moi, pas tous à la fois. Ne vous battez pas. Il y en aura pour tout le monde. Moi, je considère qu'il faudrait attendre quelques années pour voir si la classe inversée est plus efficace et plus motivante et plus pédagogique encore que la classe traditionnelle. Est-ce que tu ne penses pas que la crise humanitaire que nous vivons, la crise sanitaire que nous vivons depuis 1 an, ne nous oblige pas un petit peu à le mettre en place? De toute façon, nous n'avons pas le choix. C'est ça que j'allais dire. Malheureusement, nous ne pourrons pas revenir à un système où nous avions 35 élèves par classe. C'est pas possible. C'est pas possible. Et la crise sanitaire est telle, et je pense que ça ne va pas s'améliorer tout de suite,
la crise sanitaire est telle qu'on ne pourra pas revenir à un système, on ne peut pas se dire on attend de voir si ça marche ou pas. C'est pas possible. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Mais comment? Comment peut-on assurer aux élèves la possibilité de le faire? Mais il faut former les professeurs et aussi les étudiants comment utiliser les outils qui sont disponibles. Parce que maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on était, comment dire, poussé dans ce milieu. On n'avait pas assez de temps de se préparer pour ce type de cours. Alors, pour ce qui se pose problème aujourd'hui, il y a des profs qui travaillent beaucoup, mais qui ne travaillent pas bien. C'est qu'on gaspille beaucoup de temps en faisant des choses pour être en ligne ou pour faire des cours inversés, mais en fait, on n'a pas de résultats qu'on attend. D'accord. Il ne parle pas souvent, mais quand il parle, c'est bien. C'est bien. Bravo Mahesh. Bravo Mahesh. Oui, alors ne lève pas la main, on n'est pas à l'école hein, quand même, Gossia. Ne lève pas la main. Non, tu peux parler quand tu veux. Non, mais j'ai pas lu les articles, désolé, mais j'ai pas lu les articles. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je me suis trouvée dans une situation un peu particulière parce que j'ai 3 fils et tous les 3 devaient suivre les cours en ligne. Alors, le grand qui est à l'université, il n'a pas eu de problème parce qu'il suivait… Alors, l'université s'est organisée tout de suite et a permis aux étudiants de suivre tout de suite les cours qui duraient du matin jusqu'au soir. Il n'a pas eu de problème ni de connexion, ni… Enfin, il n'a eu aucun problème. L'autre fils, et ici je voulais dire que voilà, les professeurs n'étaient pas préparés pour ce genre d'école. Ça veut dire que ni les profs et ni les étudiants avaient les outils qui leur permettaient de suivre les cours. Alors mon fils, il les suivait à travers le petit téléphone portable. Ouais. Je pense que ce n'est pas une solution parfaite pour une journée de cours. Ma fille suivait 1 heure de cours par jour, uniquement 1 heure de cours par jour, à travers un téléphone portable parce que la tablette n'était pas compatible, je ne sais pas si on le dit comme ça, avec oui, très bien. Ouais. Qui nous offrait l'école. Mais en fait, on devait être aussi content parce qu'il y avait d'autres profs qui ne faisaient pas du tout d'école en ligne. Ils envoyaient les cours par WhatsApp, les enfants faisaient les devoirs et les renvoyaient aux profs. Alors, je pense que c'est tout d'abord faire connaître les nouveaux outils aux professeurs. Attention, Nicolas, il y a un problème avec ton micro qui fait du bruit. Voilà. Ouais. Oui, vas-y, Gossia, continue. Alors, je pense que le problème, la solution au problème, c'est de permettre aux professeurs, tout d'abord, de suivre des cours. Parce que pas tous les profs savent utiliser le… Alors, attention, je te corrige tout de suite. Ça, c'est typique des latins. Pas tous les profs savent… Non, c'est pas français. D'accord? Tous les profs ne savent pas. Ah, tous les profs ne savent pas utiliser l'ordinateur, les nouvelles applications, etc. Et ensuite, chez nous, on disait que les étudiants pouvaient recevoir une tablette. Oui. Je ne sais pas si… Ils le disent en France également, ils veulent offrir un ordinateur à tous les élèves. Voilà, ce serait une solution parfaite, en fait, parce qu'il y a beaucoup de familles qui n'en ont pas. Oui, mais alors moi, je vais te donner mon cas personnel. Moi, j'habite en campagne, j'ai mon ordinateur, je ne peux pas… Par exemple, comment ça s'appelle cette… je ne me rappelle même plus de ce nom parce que de toute façon, on ne l'utilise pas, on n'a pas le droit. L'application, vous savez, pour la télévision, télévision américaine. Hein? Netflix. Hein? Netflix, je ne peux même pas l'avoir chez moi.
j'ai une connexion Internet qui est insuffisante pour avoir Netflix à la maison. C'est-à-dire que moi, j'ai mon ordinateur, j'ai ma connexion Internet. Il suffit qu'une autre personne dans la maison cherche, utilise un autre ordinateur dans la maison, ça coupe. D'accord? Donc, est-ce que vous pensez que si j'avais 3 enfants à la maison, je pourrais faire ça? Non. Et là, personne ne peut rien pour moi. Parce que les communes font le choix de ne pas faire de dépenses et de ne pas installer la fibre dans la commune. Parce que c'est le maire qui décide. C'est le maire qui décide s'il accepte de mettre la fibre dans sa commune ou pas. Le maire, je vis dans une commune où la moyenne d'âge doit être de 65 ans. Donc, évidemment, ce ne sont pas les plus grands utilisateurs d'Internet et ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité dans la commune. Donc, il y a des problèmes comme ça. Le problème de la formation des professeurs, excellent. Il faut former les professeurs parce qu'on a vu pendant la crise sanitaire. Oui, vas-y, Maël. Mais aussi, il faut, l'investissement de part de l'État. Par exemple, si vous dites que vous allez fournir des ordinateurs ou les tablettes à chacun, mais il faut quand même d'argent, non? Pour tout ça. Et que pour avoir le fibre partout, il faut quand même l'investissement. C'est pas une petite somme, c'est une grande somme que le gouvernement doit investir. Mais est-ce que un prof, moi par exemple, actuellement, on est une vingtaine d'inscrits dans ce groupe. Est-ce que je pourrais très bien, si je faisais un cours magistral, je pourrais très bien dire, allez, je prends 120 élèves. Je prends 120 élèves. Ça coûterait beaucoup moins cher à l'État, même si on donne un ordinateur à chacun. On a un prof pour 120 élèves au lieu d'en avoir un pour 25 ou 30. Mais on va revenir. Oui, mais on va revenir au problème de l'envie de l'État. Oui, voilà. Donc, il y a un problème de motivation de l'État, il y a un problème d'envie de l'État. Mais donc, la formation des professeurs, elle est importante. L'aspect technologique, il est important. Et puis, l'aspect financier, évidemment. L'aspect financier est extrêmement important. Et il y a l'aspect sanitaire aussi. Parce que est-ce que les élèves ne vont pas finir par avoir des problèmes de santé, des problèmes de vue, s'ils passent 10 heures par jour devant un écran? Je pense que aussi, quand même, ils passent 10 heures devant le portable en jouant aux jeux vidéo. Voilà. Autre problème, la motivation. Qui va surveiller les élèves? Qui va surveiller qu'ils viennent devant une capsule vidéo et pas devant une bande dessinée ou devant un clip sur YouTube? Qui va vérifier? Mais aussi, il faut, la formation pour les parents aussi, parce que j'habite en Inde et ici, si on pense que les profs donnent des capsules et les étudiants font des exercices en classe, on pense que le prof ne fait pas son travail. Alors, il faut aussi expliquer aux parents, et je ne sais pas à qui, que c'est la façon d'enseigner. Alors, il faut changer de l'esprit des parents qui font toujours des obstacles. Ce sont des obstacles dans l'enseignement. Alors ça, c'est un autre problème qui est récurrent également, je te rassure, en France. C'est le rôle de plus en plus important que prennent les parents à l'école. Ça, c'est un autre problème. Est-ce qu'on doit donner aux parents la possibilité d'interagir ou d'agir dans l'école? Est-ce que c'est leur rôle? Ça, c'est un autre problème. Mais on n'en est pas là. Alors, votre présentation orale, on en revient à ça. Donc, on a trouvé des avantages, il y en a beaucoup. On a trouvé des inconvénients, il y en a également beaucoup. On a fini par trouver des solutions. Eh bien, vous, votre présentation orale, ça va être ça. Introduction. Qu'est-ce que vous allez faire dans l'introduction? Présenter le sujet, donc donner la définition. Alors, de quelle manière? Attention, vous êtes en C1, vous n'êtes plus en B2. Hein.
Au début, il faut expliquer la source des documents, tout d'abord. Non, tu n'es pas en B2. Non. Non. Inutile. Tu n'es pas en B2. Moi, je veux que vous m'introduisiez, que vous montriez l'importance du sujet au niveau social, au niveau humain, au niveau culturel, etc. Il faut que vous introduisiez ce sujet dans l'actualité. Dans le contexte actuel, donc. Dans le contexte actuel. Il faut que vous montriez en quoi ce sujet est, en 2020, extrêmement important. D'accord? Il faut que vous contextualisiez ce sujet, que vous montriez. C'est très simple. C'est très simple, en fait, parce que c'est un sujet qui est d'actualité parce qu'il y a la crise sanitaire. La crise sanitaire nous oblige, implique une remise en cause, un refondement, on va dire, du système scolaire qui fait que beaucoup d'élèves doivent travailler à la maison parce que, pour des raisons sanitaires, ils ne peuvent plus aller à l'école. Et donc, la classe inversée est une des solutions qui est à notre disposition pour… et là, vous allez faire référence au texte. C'est le sujet principal des textes que nous avons ici. Et puis, vous avez ensuite la problématique. Problématique sous la forme d'une question. Alors, de temps en temps, pour le C1, là, ça va être le cas. Pour le C1, cette problématique vous est proposée. D'accord? Donc, ça facilite la chose. La problématique ici, je ne retrouve plus si je l'ai mis. Voilà. La classe inversée, la solution parfaite. Pour l'avenir de l'enseignement. D'accord? Donc, ça, c'est votre problématique à laquelle il va falloir répondre. Et puis, vous allez donner votre plan. Alors, votre plan, nous l'avons vu tout à l'heure, ça va être les caractéristiques. Après avoir vu les caractéristiques de la classe inversée, nous en verrons les avantages, puis les inconvénients, ou le contraire, et nous finirons par donner les solutions possibles pour améliorer ce système, qui, je le répète, de toute façon, doit être mis en place puisque nous n'avons plus le choix avec ce qui se passe en ce moment. D'accord? J'ai pas réagi tout de suite tout à l'heure par rapport à ce que disait Gosia. Elle parlait, donc elle a donné l'exemple de ses 3 enfants. Je précise que Gosia donc, vit dans le nord de l'Italie et que c'est donc la région qui a été la première touchée par le coronavirus. Non, pas toi? Je suis dans le sud. T'es dans le sud, toi? Moi, je vis dans le nord, Bruno. Moi, je suis dans le nord, oui. Ah bon, d'accord, bon, ok. Donc, c'est vous qui avez les premiers. Et Laetitia, tu es où? Au milieu. Au milieu, bon, d'accord. Okay. Moi, je suis au sud. Et toi, tu es au sud aussi. On fait un sandwich. Donc, c'est toi, Lilia, qui est dans le nord. Donc, c'est toi qui as eu à subir le coronavirus la première, on va dire. En Europe, en tout cas. Donc, oui, c'est vrai que l'Italie a énormément souffert au départ de ce coronavirus, mais bon, nous l'avons bien rattrapé, que ce soit en France ou en Espagne ou en Inde, parce que l'Inde, je sais que vous souffrez énormément en ce moment aussi. Donc, bon, moi, je me suis trompé, Gosia, je me suis trompé. J'ai fait d'être dans le Nord. Mais Bruno, pardon, j'ai une question. Est-ce qu'on peut donner notre expérience, donner des exemples personnels afin d'enrichir, de corroborer notre thèse, notre discours? Tout à fait, et c'est ce qui est dit dans l'énoncé d'ailleurs. Il ne faut pas se contenter des exemples qui sont fournis dans les textes. Il faut fournir des exemples personnels. Ok. D'accord? Pas forcément personnels dans le sens où qui vous sont arrivés à vous, mais personnels, c'est-à-dire des exemples que vous avez lus dans les journaux, que vous avez vus à la télé, des exemples actualisés. Parce que les textes, la plupart du temps, ils peuvent avoir 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils ne sont pas actualisés, ces textes-là. Oui. Il faut que vous soyez capable de montrer que vous avez réfléchi au problème et que vous êtes capable de fournir des exemples qui ont eu lieu en 2020, en 2021, selon l'année à laquelle vous allez la passer.
il ne faut pas se contenter d'exemples qui sont dans le texte et qui peut-être ont 5 ans ou 6 ans. OK? D'ailleurs, ces textes, à mon avis, ne sont pas très récents parce qu'ils ne parlent absolument pas de la crise humanitaire. Ils citent, je ne sais plus, non, ils ne parlent absolument pas de la crise humanitaire. Donc, ce sont des textes qui ont plus de 1 an. Donc, il faut que vous soyez capable, vous justement, d'actualiser ce document et d'en montrer l'importance aujourd'hui, en 2020, avec cette crise sanitaire. Un moment. Oui, Alain. Je dois sortir du coup parce que j'ai un rendez-vous. Tu m'avais expliqué. Oui. Mais ne t'inquiète pas, donc la vidéo sera mise dès ce soir sur Classroom et tu pourras voir la fin du cours. D'accord. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir, Anna. Au revoir. Merci. Au revoir. Bruno, j'avais un doute. Oui, vas-y, Laurent. Quand on introduit le sujet, d'accord, oui, avec la problématique, là, ce ne serait pas le moment de dire les caractéristiques avant de la problématique? L'introduction, non. Non. Ça doit être une partie de ton développement. D'accord. Tu peux dire que le thème principal, c'est la classe inversée et tu vas juste donner une petite définition en une phrase. Tu vas dire la classe inversée qui permet au professeur de fournir à ses élèves une capsule vidéo qu'ils voient chez eux et dont ils discutent après pendant le cours. Donc, tu peux faire juste une phrase comme ça, mais le réel développement des caractéristiques, c'est-à-dire notamment le parcours pédagogique du professeur, etc., tu ne peux pas parler de tout ça dans l'introduction, ce n'est pas possible. D'accord. Donc, après, développement et conclusion. Alors, conclusion, quoi? On peut faire un bilan et donner des pistes, des réflexions pour un avenir, je ne sais pas, pour donner des pistes, des réflexions, justement. D'accord. Bilan, piste de réflexion, oui. Entre les deux, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Comment? Je n'ai pas entendu. J'ai entendu quelque chose, mais… Après les bilans, je pense une synthèse très claire. Alors, bilan, synthèse, bon, ça va être à peu près la même chose. Bilan, synthèse, ça va être à peu près la même chose. Donc, en fait, tu vas faire une synthèse de ce que tu as dit. Et puis, tu vas peut-être donner ton avis. Oui. Il faut donner votre avis. Il faut dire, moi, personnellement, je pense que… D'accord? C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Moi, personnellement, je pense que… Et puis, vous donnez votre avis. Et vous finissez par ce qu'on appelle une ouverture. Oui. C'est-à-dire que vous allez ouvrir le sujet sur quelque chose d'un petit peu plus vaste, qui peut être, je ne sais pas, on parle de travail à la maison. Pourquoi ne pas l'ouvrir, faire cette ouverture sur les adultes? Et le travail à la maison, le télétravail, par exemple, c'est une solution parmi d'autres. OK? Ce que l'on exige pour les élèves, est-ce que ce n'est pas un problème supplémentaire? Parce qu'on demande aux élèves de travailler à la maison, mais on demande également aux parents de le faire. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas se saturer au niveau à la maison? Est-ce que ça va pas, il ne va pas y avoir un problème avec les adultes, les enfants, tout le monde travaille à la maison? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème? Donc, c'est une ouverture possible. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. OK? Donc, voilà, en gros, comment il faut que vous fassiez les étapes qu'il faut que vous mettiez en place quand vous faites une expression orale. Donc, vous allez avoir 2 textes. Il faut que vous lisiez les 2 textes de manière attentive, que vous releviez tous les éléments et que ces éléments, vous les regroupiez. Vous voyez, on les a regroupés en 4 grandes parties ici. Caractéristiques, avantages, inconvénients, solutions. Et c'est ce regroupement logique qui va vous servir d'appui et qui va vous servir de présentation orale. OK? Donc, vous allez faire votre présentation orale. Vous allez présenter tout ça avec des exemples personnalisés et actualisés, comme on disait avec Julia tout à l'heure. Et puis, à la fin, quand vous aurez fini, quand vous aurez fini, à tes souhaits, pardon.
quand vous aurez fini, vous allez proposer, vous allez préciser aux membres du jury que vous avez terminé votre présentation, et ça va être à leur tour de vous poser des questions. Et là, ils vont vous poser 3 types de questions. Premier type de question, ils vont vous dire ce que j'ai dit tout à l'heure, ils vont se faire l'avocat du diable, ils vont dire « Je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous avez dit, moi je pense que… » D'accord? Ça, c'est le premier type de question. Deuxième type de question, ils vont vous dire « Ah, tout à l'heure, vous avez dit tel argument, mais je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez me le réexpliquer ?» Donc, ils vont vous demander de redire quelque chose que vous avez dit avec éventuellement un exemple supplémentaire. D'accord? Ils vont vous demander d'argumenter de manière plus précise. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par la fin, ils vont vous demander des exemples supplémentaires. Alors, ils vont peut-être vous poser d'autres questions du style des choses dont vous n'avez pas parlé. Par exemple, évidemment, en un quart d'heure ou 20 minutes, vous ne pouvez pas parler de tout. Il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup d'inconvénients. Vous allez en citer 2 ou 3. 2 ou 3 avantages, 2 ou 3 inconvénients. Il y en a beaucoup d'autres. Ils vont vous dire, vous avez cité ça, est-ce que vous n'avez pas en tête d'autres avantages ou d'autres inconvénients? Ou d'autres solutions? D'accord? Ils vont vous demander d'enrichir encore plus. D'où l'intérêt de préparer, de faire des fiches argumentatives. D'accord? Alors, certains d'entre vous m'ont acheté le manuel que j'avais fait. Il y a des argumentations, mais j'estime que ce n'est pas suffisant. J'estime qu'au fur et à mesure de vos lectures, au fur et à mesure de vos écoutes, que ce soit de la radio, que ce soit de la télévision francophone, de vos lectures de journaux, de revues, de ce que vous voulez, vous allez trouver des arguments. Vous allez lire des articles qui correspondent à un thème fréquent pour le C1. Prenez des notes. Dites-vous, ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à cet argument-là. Et ajoutez-le sur votre fiche au fur et à mesure de vos lectures. Cet enrichissement culturel, il va se faire pas sur 3 semaines ou sur 6 semaines ou sur le temps de la formation. Il va se faire sur 1 an, 2 ans. D'accord? Au fur et à mesure que vous lisez, dites-vous, ah, c'est vrai, là, ils fournissent un exemple d'une personne qui a vécu ça. Ça peut être intéressant pour moi pour argumenter. D'accord? Imaginez un article sur l'environnement et sur le réchauffement climatique. Un article qui vous est fourni qui a 4-5 ans. Cet article ne parle absolument pas, d'ailleurs il ne la connaît même pas, de cette jeune fille suédoise dont tout le monde parle depuis 1 ou 2 ans, Greta, je ne sais plus, Thunberg. Thunberg, voilà. Personne ne connaissait cette jeune fille il y a 2 ou 3 ans. Si vous, dans vos lectures, vous êtes capable d'expliquer ce qu'elle propose, ce qu'elle fait, etc., c'est évidemment un argument de poids pour avoir une bonne note. Parce que vous avez prouvé que vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde, que vous vous tenez au courant de ce qui peut se passer sur tous les sujets. Donc, il faut que vous lisiez régulièrement des articles de journaux, des revues. Tous les types de revues sont intéressants, que ce soit du sport, que ce soit de l'automobile, que ce soit des voyages, des articles de voyage, tout est intéressant pour moi. D'accord? Un article de sport peut parler de dopage. C'est un sujet qui peut tomber. Un article sur le voyage peut parler, par exemple, je pense que c'est quelque chose que l'on va faire cette année pendant la formation, un village autrichien, je ne sais plus comment il s'appelle ce village, un village autrichien qui est envahi par les touristes parce que, en fait, le film de Disney, Frozen, a utilisé ce village comme, on va dire, plan pour le château de la Belle.
Et tous les Chinois, tous les Japonais, tous les Américains vont dans ce village. Et c'est la folie. C'est un petit village de 150 habitants. Il y a 15 000 ou 20 000 personnes qui arrivent tous les jours. Ils ne savent plus comment faire. Donc, ça, c'est un sujet qui peut tomber. D'accord? Les dangers des réseaux sociaux pour le voyage ou les dangers, c'est quelque chose qui peut tomber. Si vous êtes capable de donner un exemple aussi précis que celui-là, ça vous fera des points supplémentaires. OK? Donc, lisez énormément. Écoutez la radio, que ce soit des radios françaises ou francophones. RFI, TV5 Monde, Europe 1, RTL, France Info, France Culture. Bon, France Culture, Radio Comment? Canada. Radio Canada. Ah oui, c'est vrai que tu avais allé au Canada. Tu es allé au Canada, toi. Donc, il y a énormément de radios. Écoutez des radios francophones, je le répète, francophones. Canada, Belgique, Suisse, Monaco avec RMC, l'Afrique, évidemment. Il y a beaucoup de pays africains où l'on parle le français. Donc, c'est extrêmement important que vous ayez une connaissance, on va dire, encyclopédique. C'est peut-être exagéré un petit peu, mais encyclopédique de ce qui peut se passer dans les pays francophones. Et dans le monde en général. Parce que, par exemple, si on parle de l'environnement, vous devez être capable de dire que les États-Unis ne respectent pas ce qui a été décidé au niveau mondial. D'accord? Trump refuse de mettre en place les décisions qui ont été prises au niveau européen ou au niveau mondial pour l'environnement. Mais il est déjà sorti de cet accord. Et la Chine non plus, et la Russie non plus. Donc, il y a, comme par hasard, les pays les plus, on va dire, les plus producteurs de produits dangereux sont ceux qui refusent. Parce que c'est ce qui coûterait le plus cher pour eux. Donc, évidemment. Mais il faut vous tenir au courant de tout. Il faut être, si je vous demande de parler du train à grande vitesse qu'ils sont en train de faire au Japon, par exemple, vous devez être capable de savoir de quoi je parle. Et d'en voir les avantages, d'en voir les inconvénients, d'en voir les solutions. Il faut vous intéresser à tout. En C1, presque tout peut tomber. Il n'y a plus, comme il y a 1 ou 2 ans, séparation entre sciences et sciences humaines. Il n'y a plus cette séparation-là. D'accord? Vous pouvez très bien tomber sur un sujet scientifique. On peut très bien vous donner un texte sur le transhumanisme. Qu'est-ce que le transhumanisme? D'accord? On va le faire, hein, je vous rassure, on va le faire pendant la formation. Donc, vous avez intérêt à vous y intéresser. Quels sont les avantages et les dangers du transhumanisme? Il faut déjà savoir ce que c'est que le transhumanisme. Si vous n'avez jamais réfléchi au problème qu'est-ce que le transhumanisme, comment vous allez pouvoir m'expliquer les avantages et les inconvénients? Donc, évidemment, il faut lire, il faut écouter, il faut s'intéresser à tout. Moi, je vous rassure, hein, avant de le lire, je ne savais pas non plus. Je n'étais pas au courant non plus. Mais il faut vraiment vous intéresser à tout. Il faut savoir que, par exemple, si je vous dis le sigle GAFAM, G-A-F-A-M, vous devez savoir ce que c'est. Qui sait ce que c'est dans le groupe là? Moi. Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Voilà. GAFAM, c'est ça. Ce sont les 5 plus grandes entreprises les plus puissantes au monde. Et du coup, il faut connaître les acronymes, pardon. Les acronymes. C'est un acronyme qu'il faut connaître parce que si vous avez ce mot GAFAM dans un texte et que le correcteur vous dit « mais c'est quoi GAFAM ?» il faut être capable de le savoir. GAFAM, c'est donc les 5 entreprises les plus grosses du monde au niveau technologique et c'est celles, d'après tous les spécialistes, qui d'ici 5 ans ou 10 ans vont gouverner le monde. C'est elles qui vont gouverner le monde d'ici 5 ans. Pourquoi? Parce qu'ils contrôlent vos données. Ouais.
Il contrôle tout. Il contrôle tout. Il contrôle tout. Et le pire, c'est que il y a les Français qui essaient, les Français, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Européens en général, qui essaient de se battre pour être au même niveau. Mais ils n'y parviennent pas, tout simplement, parce que quand un ingénieur, le meilleur ingénieur français, sort de l'école et que les Français lui disent « Bon, allez, on t'embauche, on te donne 10 000 € par mois ». Il y a Microsoft qui arrive, qui lui dit « Moi, je t'en donne 100 000 ». Qu'est-ce qu'il fait, l'ingénieur français? Il va chez Microsoft. Mais il faut aussi faire attention, comme par exemple de Skype. Skype, c'était un projet de Norvège et Microsoft a acheté Skype. Alors, ces 5 GAFAM ont tellement d'argent, alors ils commencent à acheter toutes les petites entreprises. Et comme ça, ils ne nous laissent pas grandir et de faire une compétition avec eux. Vous devenez une partie de ces entreprises. Ils rachètent tout et ils craignent que d'ici 5 ans, nous soyons réellement sous l'emprise de ces 5 entreprises. Tout le monde sera sous l'emprise de ces 5 entreprises. Et éventuellement, 1 ou 2 entreprises chinoises. Mais ce sera… Donc, il faut que vous soyez capable d'en parler. Il faut que vous soyez capable de dire, si je vous cite comment s'appelle le patron de l'entreprise américaine de voitures, là. Tesla. Elon Musk. Elon Musk. Si je vous cite Elon Musk, vous devez être capable de me dire qui c'est, ce qu'il fait, ce qu'il propose, etc. Parce que si vous avez un texte sur les nouvelles technologies, forcément, il faudra parler d'Elon Musk. Ouais. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant, le CA. Parce que vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Vous pouvez très bien vous pouvez avoir la chance de tomber sur un sujet que vous connaissez parfaitement. Mais vous n'avez plus la possibilité, comme il y a 2-3 ans, de dire, bon allez, moi je me limite au social économique, le scientifique, non, j'en veux pas. Ça, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. OK? Donc, moi, ce que je vais vous demander, chacun d'entre vous, je vous laisse la semaine pour le faire. D'accord? Et le week-end. Vous essayez, pendant la semaine, de m'enregistrer, de vous enregistrer. Vous faites ça sur 1/4 d'heure, 20 minutes, maxi. Vous vous enregistrez et vous me présentez ce sujet d'expression orale. D'accord? Une question oui, pratique. Alors, dans l'ouverture, dans l'introduction de notre exposé, est-ce qu'on doit dire dans un premier temps, je parlerai d'eux, dans un deuxième temps, je parlerai d'eux? Est-ce que c'est… En B1, B2, c'est bien. En B1, B2, c'est bien. En B1, B2, c'est bien. En C1, j'en veux plus. Mais Bruno, ouais. Est-ce que tu peux nous donner des exemples pour introduire ces sujets-là? Voilà. Dans un premier temps, non. Dans un premier temps, non. Je veux que vous trouviez par vous-même. Vous connaissez, bon, si vous êtes prof, vous connaissez les 7 compétences clés. 7 compétences clés, il y en a une, c'est apprendre à apprendre. D'accord? Je veux que vous appreniez à apprendre. D'accord? Donc, je veux que vous… Il y a un autre point important pour les profs, c'est l'erreur. L'erreur est formative. D'accord? Donc, je veux que vous vous trompiez. Je veux que vous fassiez des erreurs. Vous êtes là pour ça. D'accord? Je veux que vous vous trompiez. Et moi, je vous corrige. Et on voit ça ensemble. D'accord? Mais je ne veux pas vous donner les solutions. Moi, ce que j'ai envie, c'est que vous les trouviez par vous-même. OK? Donc, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas me moquer. Je ne vais pas dire au prochain cours, oh, Laetitia, elle s'est trompée. Oh, Gossia, elle a fait n'importe quoi. Oh, Maëch, c'est nul. Non, je ne vais pas faire ça. D'accord? Évidemment. Évidemment. Mais je veux que vous essayiez de faire votre maximum. Et puis, de manière individuelle, après, je vais vous donner mon avis. Je ne vais pas le faire en groupe. D'accord? Et je vous donnerai une correction de toute façon.
vous aurez une correction, vous aurez un corrigé. OK? Mais ce corrigé, donc, vous l'aurez la semaine prochaine, parce que je ne veux pas vous donner le corrigé avant que vous m'ayez envoyé. Bah oui, il y en a qui commencent à rigoler là. Je ne suis pas né de la dernière pluie, comme on dit en français. Donc, je veux que vous essayiez. Prenez des risques, c'est pas grave. Vous pouvez vous tromper, ce n'est pas un problème. Vous êtes là pour apprendre. D'accord? Donc, faites cette vidéo, faites ce fichier audio comme vous voulez. Moi, personnellement, je préfère la vidéo. Je vous explique pourquoi. Parce que moi, je veux voir vos yeux. Si vos yeux sont baissés vers la table, c'est que vous êtes en train de lire. Et je ne veux pas que vous lisiez. D'accord? Je veux que vous appreniez à prendre des notes. D'accord? Et que de temps en temps, juste un regard vers un mot-clé vous permette de repartir sur autre chose. Mais je ne veux pas que pendant un quart d'heure, vous soyez bien. Dans un premier temps, je vais vous dire non. Je ne veux pas de ça. Parce que ce ne sera pas accepté à l'examen. D'accord? Il faut que vous soyez capable de prendre des notes. Et... S'il vous plaît. Oui? C'est moi, Samir. Bonjour. Oui, je te vois. Ouais, ça va? Oui. Moi, je ne suis pas très bon en oral. Alors, ce que je cherche, c'est exactement seulement la moyenne le jour de l'examen. Il ne faut pas, le 15 sur 20. Il ne faut pas se contenter de la moyenne. D'après ce que je vois… c'est très compliqué un petit peu l'oral. L'oral, c'est très compliqué. 15 minutes, 20 minutes devant le juge, ce n'est pas facile. Je sais que c'est pas facile de parler. Moi, je travaille dans une réception. Évidemment, j'ai des clients français, belges, mais c'est très facile de parler les choses, les machins de travail. Ça. Mais présenter une synthèse comme ça, c'est très compliqué, moi. Je ne sais pas si je vais arriver à… Parce que je voudrais me présenter le 30 novembre, je suppose. C'est un petit peu très compliqué. Mais dans 2 mois. Moi, ce que je te conseille, Samir, c'est essayer. Et moi, je vais te dire ce que j'en pense. Moi, je vais te dire ce que je vais te dire réellement. Je vais être franc avec vous. Hein. Je vais être franc avec vous. Je vais vous dire, ah oui, tu vas l'avoir avec 80 sur 100 ou… Non, je ne vais pas vous mentir. Je vais vous dire réellement ce que j'en pense. Mais il faut que j'ai quelque chose en face de moi. Il faut que j'ai un document en face de moi, qu'il soit écrit ou oral. Il faut que j'ai un document en face de moi pour me dire ah bah oui, ils ont les niveaux, oui, ils ne l'ont pas, oui, il faut qu'ils travaillent ça, oui, il faut qu'ils améliorent ça, etc. D'accord? C'est seulement en voyant votre travail que je pourrais vous juger. Ouais. Et c'est pas en vous donnant la réponse avant. Une question, c'est quoi le but des juges? Les correcteurs, l'examinateur. C'est quoi le but? Et ne font des pièges, des trucs comme ça? Non, ils ne sont pas là pour vous piéger. Ils sont pas là par exemple, vous êtes bloqué. Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas un concours, c'est un examen. La grande différence entre le concours et l'examen, c'est qu'il faut avoir, dans le concours, il faut être dans les meilleurs. Même si vous avez la moyenne, ce n'est pas suffisant pour avoir le concours. Mais là, c'est un examen. Ils n'ont aucune raison. Alors, ils n'ont aucune raison. Ce que je vous conseille, si j'ai pardon de m'avoir coupé, c'est par exemple, vous restez en blanc, vous n'avez pas les idées. Ne vous présentez jamais. Vous allez sortir un petit peu du sujet. Ça vous coûte un petit peu les notes, comme ça? Si Comment? vous parlez pas, si vous sortez un petit peu du sujet, du sujet, par exemple, comme aujourd'hui, on a parlé de la classe inversée, mais un hors-sujet coûte cher, oui. Oui, c'est ça. Un hors-sujet coûte très cher, évidemment. Un hors-sujet coûte très cher. D'où l'intérêt de bien analyser les textes avant. On va le voir, on va commencer, on a mis plus de temps que je pensais sur l'expression orale, mais on va commencer avec l'expression écrite, notamment la synthèse. Mais si vous êtes hors sujet, ça va vous faire mal, oui. Oui, ça va vous faire très mal. Évidemment, oui. Merci. Allez, je vais vous donner une note, je ne vais pas vous faire peur, mais je vais vous donner une note. J'ai une élève qui a fait du hors-sujet en Espagne. Elle a eu 2 sur 25 en expression écrite. 2 sur 25. D'accord? Je vous rappelle qu'en dessous de 5, vous êtes éliminé d'office.
D'accord, donc vous ne pouvez même pas rattraper avec les autres matières. Donc 2 sur 25 en expression écrite. Alors, bon, elle n'avait pas un niveau extraordinaire à l'écrit. On est d'accord. Je ne voulais pas qu'elle se présente, elle s'est présentée quand même. Bon. Elle a voulu le faire, elle s'est plantée. Mais je ne pensais pas qu'elle aurait eu 2. Moi, je m'attendais à, oui, 6 ou 7, pas plus. Mais elle a fait un hors-sujet, terminé. Il la casse complètement. Alors, il y a un autre risque avec les alliances françaises, c'est que les alliances françaises, très souvent, souhaitent que vous fassiez la formation avec eux. D'accord? Et si vous vous présentez dans la même alliance française que celle où vous n'avez pas fait la formation, c'est-à-dire que certains d'entre vous, peut-être, ont déjà commencé une formation avec une alliance française. D'accord? J'ai eu le cas d'une élève qui est de Marseille et donc qui a fait la formation à Marseille et qui, au bout d'un moment, a dit stop parce que elle avait l'impression d'être la vache à lait, comme on dit en français. C'est-à-dire qu'il ne se contentait que de lui prendre de l'argent en lui disant « non, pas maintenant, dans 6 mois, non, pas maintenant, dans 1 an, etc. etc. » Donc, elle a payé pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, elle en a eu marre. Elle a dit « j'arrête, je me présente en candidat libre. » Ils lui ont mis une note de 49 sur 100. D'accord? 50, ils lui ont mis 49. L'année suivante, elle a recommencé sans jamais ce 49,5 sur 100. Ils lui ont dit « ah, si vous venez avec nous, c'est sûr, dans 6 mois, vous l'avez. » Mais il fallait qu'elle repaye 1 000 €. Je lui ai dit, au lieu de te présenter à Marseille, tu serais allé à Nice ou à Montpellier, tu l'avais, ton truc. D'accord? Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous avez commencé à faire une formation dans une ville, ne vous présentez pas dans cette ville si vous le faites en candidat libre. Allez dans la ville d'à côté. D'accord? Moi, c'est un conseil que je vous donne. J'ai eu le même problème en Espagne. À Malaga, une élève qui avait un excellent niveau, qui a vécu pendant 15 ans en France, qui est prof, ils l'ont complètement cassé. Ils l'ont complètement cassé parce qu'ils n'ont pas supporté. Ils la connaissaient. Elle avait commencé une formation avec eux. Elle a stoppé. Ils n'ont pas aimé. Ils l'ont complètement cassé. Ils lui ont donné un 47 ou 48 sur 100. Exprès. En lui disant à 2 points. Ah, c'est dommage, à 2 points près. Tu l'aurais eu. Mais non. Moi, c'est un conseil que je vous donne. C'est parce qu'ils n'ont pas, disons, la méchanceté gratuite. La méchanceté gratuite. Mais il n'y a pas. Si vous n'avez jamais fait de formation avec l'Alliance française, normalement, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. D'accord? Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Bon, après. Malheureusement, Bruno, je vais. En Inde, je crois qu'il y a un problème avec les correcteurs qui veulent garder le pouvoir et qui refusent les C1 et les C2 parce que ça ferait de la concurrence. Donc, ça, c'est un autre problème. Mais là, c'est plus de la… Oui, Samir, dis-moi. Moi, malheureusement, je vais présenter à Malara. Je réside ici à Malara. Oui. Est-ce que tu as commencé ta formation à Malaga? Non. Non, ils ne te connaissent pas. Non. Donc, il n'y a aucun souci. Ah, d'accord. Il n'y a aucun souci à Malaga. Si tu ne t'es jamais présenté, s'ils ne te connaissent pas, il n'y a aucun souci. D'accord? Mais si tu as la possibilité de… Ah ben non, tu t'es déjà inscrit? Non, pas encore. Pas encore. Va à Almeria. Almeria. Ah, Granada. Granada, c'est pas trop loin d'ici. Hein. Présente-toi à Grenade ou à Almeria. Présente-toi à Grenade ou à Almeria et tu l'auras. D'accord, merci. Moi, je vais croiser les doigts, donc. Comment? Moi, je vais croiser les doigts parce que j'ai commencé la formation à l'Alliance, parce que j'allais m'examiner au mois de mai. Mais comme ils n'ont pas fait l'examen, j'ai repoussé. Et là, je ne suis pas retournée passer mes cours. Donc, bon. Mais je suis déjà inscrite parce que j'avais déjà payé au mois de mai. Ah oui, d'accord. Donc là, je ne sais pas. Je n'ai pas le choix. Je vais croiser mes doigts.
T'as pas le choix. T'as pas Non. le choix. D'accord. Donc, on va arrêter là pour l'expression orale. Donc, je vous demande d'essayer de me la faire pour la fin de la semaine ou pour la fin du week-end, on va dire. Je vous laisse jusqu'à dimanche pour me la faire. Je voulais parler rapidement quand même, parce que je voulais vous en parler aujourd'hui, de la synthèse. Donc, je vous ai donné un texte également à lire. Je ne sais plus où c'est, je l'ai mis. La vaccination. Voilà. La vaccination. Donc, je vous ai donné 2 textes. D'accord? Et je vous ai donné une synthèse à faire. Alors, cette synthèse, on en reparlera mercredi, mais j'aimerais que, dans un premier temps, vous essayiez de faire le même travail que celui que l'on a fait pour l'expression orale. C'est-à-dire que vous allez prendre toutes les idées principales du texte. Vous allez prendre toutes les idées secondaires du texte, des textes, et vous allez essayer, dans un deuxième temps, de les regrouper. OK? Regrouper les idées. Il y a 4 parties différentes. D'accord? Il y a 4 idées principales qui seront en fait les 4 paragraphes de votre synthèse. D'accord? Je vous rappelle quand même les caractéristiques principales de la synthèse. Pour finir, à la différence de l'essai ou à la différence de l'expression orale, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de conclusion. Ne me faites pas une introduction ou une conclusion dans une synthèse où là, je vous assure directement que vous n'avez plus la moyenne. OK? Ne me faites pas de présentation de problématiques ou de présentation de plans dans une synthèse. C'est votre organisation des idées qui va indiquer au correcteur le plan que vous avez choisi. D'accord? Donc, c'est la manière de présenter les paragraphes. Les paragraphes vont m'indiquer à moi, en tant que correcteur, votre plan. OK? N'ajoutez, contrairement à ce que l'on vient de voir avec l'expression orale, n'ajoutez aucun exemple extérieur. OK? Ne donnez pas d'exemple personnel. Je ne veux à aucun moment voir le mot « je » dans une synthèse. Ce n'est pas possible qu'il y ait le mot « je » dans une synthèse. OK? La synthèse doit être écrite à la même personne que les textes. C'est-à-dire que vous devez rappeler les idées qui sont proposées par les auteurs des textes. Donc, vous ne devez à aucun moment transformer les idées des auteurs en exagérant un petit peu. En exagérant un petit peu. Si je dis que un texte sur l'expérience animale et que les auteurs disent clairement l'expérience animale est nécessaire, de toute façon ce sont des animaux, on en fait ce qu'on veut, on y souffre, ça nous est égal, c'est comme ça et puis c'est tout. Eh bien dans votre synthèse, vous devez dire exactement la même chose. D'accord? Vous devez conserver les idées exactes des auteurs. Ici, vous avez un texte sur la vaccination. Il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre. À aucun moment, je ne veux voir « moi, je pense que ». Surtout pas. Je ne veux pas voir non plus, ça c'est une élève qui me l'avait fait, ce sujet, une élève allemande qui me l'avait fait. Je ne veux pas voir un paragraphe sur les avantages qui fait 2 lignes et un paragraphe sur les inconvénients qui en fait 10. D'accord? Parce que les avantages et les inconvénients doivent être traités de la même manière puisqu'ils sont traités de la même manière dans les textes. D'accord? Les textes ne sont pas, on va dire,
les auteurs des textes ne disent pas ce qu'ils pensent. À aucun moment, le journaliste va dire « moi, je pense que ». Donc, à aucun moment dans la synthèse, vous devez le dire. Ils disent, les auteurs disent, il y a des médecins qui disent que, il y a des politiques qui disent que, il y a… Donc, vous devez garder le même style. Oui, Gosia? Il y a une différence entre une synthèse et un résumé, ou c'est la même chose? Un résumé sera chronologique. Ah ouais. Une synthèse, non. Ça veut dire? Un résumé sera chronologique, c'est-à-dire que tu vas résumer les idées du texte telles qu'elles apparaissent dans le texte, dans le même ordre. Ah, la synthèse, en fait, je peux… Synthèse, tu regroupes. Synthèse, tu regroupes. Évidemment, tu as dans tes textes, dans le texte 1, tu as des idées qui sont dans le texte 1, mais qui réapparaissent dans le texte 2. D'accord? Vous n'allez pas dire 2 fois la même chose. Une synthèse, ce n'est pas 2 résumés côte à côte. D'accord? C'est pas je résume le texte 1, je résume le texte 2 et je colle ça l'un derrière l'autre. Là, vous aurez 2. Vous aurez 2 parce que ce n'est pas une synthèse. OK? Il faut prendre des idées qui sont dans le texte 1, prendre les idées qui sont dans le texte 2, les regrouper, et vous allez voir qu'il y a 4 parties bien précises. Et c'est ça que je veux que vous trouviez d'ici mercredi. On en reparlera mercredi. Vous me direz quelles sont les parties que vous avez trouvées, quelles sont les idées qui sont proposées, et puis nous essaierons ensemble de faire cette synthèse. OK? En tout cas, le plan de la synthèse, et moi, je vous demanderai de développer cette synthèse. Et pendant qu'on y est, vous allez pouvoir également réfléchir à l'essai argumenté. OK? Vous avez un essai juste après la synthèse. Vous avez un essai sur 4 lignes, là. Vous venez de voir un reportage sur un collectif de parents opposés à la vaccination obligatoire, etc., etc. OK? Vous essayez de réfléchir comment vous le feriez. Quelles sont les idées que vous proposeriez? Alors, l'essai, contrairement à la synthèse, introduction, développement, conclusion. Même chose que pour l'expression orale. D'accord? Même caractéristique que l'expression orale. OK? On arrête là pour ce soir. Donc, pour faire un résumé, vous essayez de commencer à préparer l'expression orale. Vous me l'enregistrez, de préférence en fichier vidéo pour que je vois vos yeux, et vous me l'envoyez par mail. Surtout pas sur Classroom, hein, par mail. Ou par WhatsApp, comme vous voulez. Par WhatsApp, en général, les fichiers sont moins lourds et c'est plus facile. C'est plus facile de les envoyer par WhatsApp. Deuxième chose, vous réfléchissez à la synthèse. Vous notez toutes les idées présentes dans les textes et vous essayez de les regrouper. Et on verra ensemble comment les regrouper. OK? Je vous précise quand même pour la synthèse que vous ne devez oublier aucune idée. C'est-à-dire, alors, je vous donne un exemple. Je vais prendre un autre exemple que celui-là, sinon ça va vous aider. On va prendre un sujet, je ne sais pas moi, on va prendre le sujet tout à l'heure, ou le travail à la maison, télétravail. Télétravail, caractéristiques, problèmes, avantages, avantages, inconvénients, solutions. On avait notre 4 parties. Et puis, vous savez que la synthèse, le gros problème de la synthèse, c'est qu'il faut respecter le nombre de mots. C'est 220 mots. Ce n'est pas 300. D'accord? Si vous dépassez les mots autorisés, dans un sens ou dans l'autre, vous perdez la moitié des points. Je vous rassure tout de suite. Donc, il faut vraiment respecter ce nombre de mots. Mais j'ai des élèves qui m'ont dit « Ah, j'ai fait les caractéristiques, j'ai fait les problèmes, j'ai fait les inconvénients, je suis déjà à 240 points. 240 mots, pardon. Oh, je ne fais pas les solutions, ce n'est pas la peine. J'ai déjà mes 240, j'arrête là. » Non. Je vous mettrai une mauvaise note parce que vous ne m'avez pas parlé des solutions. Les solutions étaient présentes dans les textes. Toutes les idées présentes dans les textes doivent être présentes dans votre synthèse. Vous ne devez rien oublier. Si vous omettez, si vous oubliez certaines idées principales, vous serez sanctionné.
Si vous en mettez d'autres, vous serez sanctionné. Donc, il ne faut rien ajouter, mais il ne faut rien enlever. C'est ça la difficulté de la synthèse. Et il faut le faire dans le nombre de mots imparti, avec une erreur de 10%. C'est-à-dire pour 220 mots, vous avez le droit à 200 ou 240, entre 200 et 240. C'est ça la grosse difficulté de la synthèse. Et dans le temps prévu. Et dans le temps prévu. Et dans le temps prévu. C'est simple. C'est simple. Non, mais si vous comprenez bien la technique, vous allez voir qu'on va en faire plusieurs. On va en faire 1 ou 2 par semaine. Ça en fait une 12aine pendant la formation. Je pense qu'au bout de 12, vous allez normalement avoir compris le système. D'accord? Et il faut en faire régulièrement. Il faut en faire régulièrement. C'est la seule manière de s'améliorer. OK? Donc, vous réfléchissez à la synthèse, vous me faites l'expression orale, vous réfléchissez à l'essai argumenté, comment vous l'organiseriez. Là, il faut fournir des idées personnelles, évidemment. Et il faut contextualiser le sujet. Nous en parlerons, la contextualisation du sujet. Et puis voilà pour aujourd'hui. Donc, mercredi, on continue sur la synthèse. On commence sur l'essai argumenté. Et puis, on fait également donc, cette petite compréhension orale sur le discours de M. Macron. Oh, ça baille en Inde, là, il est tard. Hein. Il commence à être tard en Inde. Là. Il est 11h du soir, là, quand même. Là. Hein. Oui, il est 11h10 et maintenant, j'ai peur. Mais fin octobre, ça va être minuit parce qu'on va passer le... Oui. J'avoue, il y a une élève qui m'a demandé à intégrer le groupe ce matin. Je lui ai dit non, parce qu'elle est à Tokyo. Et donc, en commençant à 6h30 en France, pour elle, il était déjà 1h du matin. Je lui ai dit non, quand même, non. Tu ne vas pas avoir cours de 1h du matin jusqu'à 2h30, ma pauvre. Là, il ne faut pas exagérer. Donc, je lui ai dit non, la pauvre, ce n'était pas possible. Mais c'est vrai qu'en Inde, là, il est déjà 11h du soir. Ouais. Donc, merci. Merci de votre écoute. Merci. À mercredi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par WhatsApp. Si c'est des questions qui peuvent être publiques, vous pouvez les mettre sur Classroom. Mais si vous voulez me poser des questions personnelles, vous pouvez me les envoyer. Le numéro de WhatsApp, c'est quoi? 661. Donc, qu'est-ce que je raconte? C'est 06 14 45 21 94. Oh, attends. C'est 14. Donc, c'est plus 34. Mais c'est sur le document. C'est sur le document, là. C'est sur le document. Donc, plus 33, 614 45 21 94. Donc, ça, c'est mon numéro WhatsApp ou Telegram, si vous préférez Telegram. Il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez m'envoyer des messages, je vous répondrai. Si vous avez des questions également sur l'organisation, des choses qu'on peut améliorer, qu'on peut changer, n'hésitez pas à me faire vos propositions. Il n'y a aucun souci. D'accord? Je serai réceptif. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À tous. Merci.